Mais voilà, à la base, je veux d'abord en savoir plus en fait comment vous est venue l'idée, déjà voilà, de créer le groupe. Comme ça, j'écrirai le petit article là-dessus. Et après, je vous poserai des petites questions. C'est pas des questions de grand journalisme, c'est des petites questions pour apprendre à vous connaître un petit peu, tout simplement. Mais voilà, comment le groupe a démarré, comment... C'est Igor qui m'a appelé. Il est batteur, donc Igor est batteur du groupe. Et alors, il jouait depuis plusieurs années avec un guitariste texan, il faisait du blues, et le mec est mort, mais il faisait que ça. Donc, il avait plus de groupe, et il m'a appelé pour dépanner, quoi, en gros. Ah oui. Il me dit, bon, voilà, j'ai plus de groupe, le mec est mort, tu veux pas jouer avec moi? Ah oui, simplement comme ça. Oui, très simplement. Ah. Et Michel, il refusait évidemment tout de suite. Mais... Dans un premier temps, j'ai dit non, parce que j'avais plus trop envie de faire de la musique. Et puis finalement, comme c'est un vieil ami, je me suis dit, ça peut être marrant, on va le faire quand même. Exactement. Et Carlos, c'est l'ami de très très longue date. Avant que je première. En fait, quand Igor est arrivé du RSS, on s'est rencontrés à ce moment-là parce que. C'était déjà Russie, oui, RSS. RSS, pas Russie encore. Et il a traîné dans mon entourage à moi, qui était l'entourage de la ville de Oui, en fait, Liège, Oui, et on a joué ensemble déjà à ce moment-là. Et alors, il m'a téléphoné début d'année pour me dire est-ce que tu veux faire un orchestre avec moi? Et Michel. J'avais jamais joué avec Michel, mais je le connaissais de réputation. Il est recherché par toutes les polices du royaume. Et donc voilà, moi je dis oui, ok, partons. Et pourquoi Jimi Hendrix? Mais en fait, Jimi Hendrix, c'est spécialement pour ce soir. Parce qu'on en fait quelques-uns, parce qu'on aime bien Jimi Hendrix, mais on ne s'est pas spécialisé dans ça. Mais ce soir, on nous a demandé de faire un spécial Jimi Hendrix. Bah, c'est bien, Jimi Hendrix, c'est quand même pas rien. C'est quand même quelqu'un qui a révolutionné la guitare dans les années 60, qui a influencé beaucoup de générations de musiciens. Et bon, c'est toujours très agréable à jouer. On l'a fait. Voilà. On va faire ce soir un spécial Jimi Hendrix, on est bien content. Pour moi, Jimi Hendrix, ça reste une référence absolue. Absolue. Si j'avais été son contemporain en tant qu'adolescent ou quelqu'un qui avait déjà de l'argent dans son portefeuille pour pouvoir aller au concert de Jimi Hendrix, ça aurait été un bonheur. J'aurais été. Et j'ai eu la mauvaise idée de ne pas avoir été voir Jeff Buckley juste avant qu'il ne décède. Et je peux imaginer ce que c'est que d'avoir 18 ans et de vivre dans une ville où Jimi Hendrix joue, ne pas avoir été le voir et puis il décède. Ça doit être une frustration comme ça a été pour moi. Oui, Jimi Hendrix, c'est fait partie des moteurs qui ont fait que je fais de la musique. Ouais. Vraiment. Il est mythique. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est grâce à lui que j'ai commencé à apprendre à écouter la bonne musique, parce que ma maman était une grande fan de Jimi Hendrix. Et j'aurais adoré vivre dans ces années-là, rien pour pouvoir justement aller voir un concert de Jimi Hendrix. Ça aurait été, je pense que musicalement, ça aurait été le top. Je crois que... Et j'ai encore le 45 tours de Hey Joe. Et la face B, c'est Fire. Oui. L'original. Moi, un truc que j'écoutais tout le temps. Quand j'étais gamin, j'habitais pas en Belgique et il était... Je ne sais pas de qui était Jimi Hendrix. Moi, je connaissais un ou deux chanteurs de la chanson variété pop légère italienne, mais rien d'autre. Et ça a été une baffe, Jimi Hendrix, mais une baffe difficile au début, parce que quand tu es adolescent, c'est un peu indigeste. Et là, tu te dis waouh, parce que le psychédélisme pour un adolescent, ça reste un truc. Ça vient d'où ça... Et le plus amusant, c'est qu'il a dégoûté pas mal de guitaristes, même de ses contemporains. Hein. Il y avait Eric Clapton, lui, ça l'a détruit, l'avenue d'Hendrix. Et Hendrix lui-même se considérait comme un mauvais musicien. Lui, il voulait faire du jazz, il voulait s'améliorer, et il était frustré de ne pas jouer, selon lui, assez bien. Mais l'histoire est bizarre, parce que Clapton était dégoûté par Hendrix, par sa technicité et son côté halluciné. Et en même temps, Hendrix, c'était sa raison de franchir l'Atlantique pour arriver en Europe et jouer des concerts à Londres, parce que Chas Chandler, qui était le bassiste des Animals, qui a vu au Café Wa à New York Jimi Hendrix qui jouait avec Jimmy James de Blue Flames, je crois à l'époque, il lui a dit: tu viens en Europe, moi je vais te produire des dates. Et il a dit oui si tu me présentes Eric Clapton. Et c'était ce qui l'a motivé à venir en Europe. Et puis alors il a fait des dates à Londres.
Et il a aussi fait la première partie de Johnny Hallyday à l'Olympia. Il a accompagné Johnny Hallyday même. Il a même accompagné, mais je sais qu'il avait fait la première partie de Johnny Hallyday à l'Olympia dans ces années-là. Wow. Mais c'était vraiment réciproque. Autant Clapton pouvait être en admiration pour Hendrix, autant Hendrix, ça a été le fait de pouvoir rencontrer Clapton qui l'a fait venir en Europe. Ah, c'est dingue, c'est une belle petite anecdote ça. Et Igor, t'as rien à dire? Non, parce que à ce moment-là, j'étais au service militaire à Russie. Est-ce qu'en Russie, on a entendu parler de Jimi Hendrix? Oui, bah, bien sûr. Bon, voilà, en fait, on n'a pas de magasin comme chez vous à l'époque où tu peux trouver le disque ou quelque chose. C'est tout Souterrain. un marché noir, et absolument, quelques qui apportent. Donc, on choisit musique par rapport de qualité et pas par rapport de. Parce que c'est connu aussi. Il y a beaucoup de groupes ici qui chez nous, c'est les rois. Les gens ne connaissent pas très bien ici. Jimi Hendrix, d'abord, évidemment, il était bien au top, mais bon, c'était beaucoup d'autres informations. Moi aussi, j'étais influencé par le goût de mes potes. Ils m'ont dit, voilà, écoute un peu Led Zeppelin, écoute un peu du Purple, écoute un peu ça. Et évidemment, c'est quelque part, pour dire la vérité, c'est maintenant que je découvre que le Jimi Hendrix et surtout son batteur, à quel point il a influencé toute cette batteur-là que j'écoutais plus tard, qui était après Jimi Hendrix, évidemment. Et les batteurs comme Ian Pace, John Bonham, etc., même la phrase musicalement, même l'aspect technique, c'est ça tout ce qu'il utilise. Donc, quelque part, je découvre maintenant que finalement, tout ce que j'étais influencé à l'époque, ça a été des élèves de Jimi Hendrix. Il faut se rendre compte qu'il y avait des gens malins qui étaient les contemporains d'Hendrix parce que avec des personnes un peu obtus et son côté un peu novateur et un peu indigeste par rapport à les choses beaucoup plus tangibles, sans des personnes qui ont cru en ce qu'il faisait, qui ont aimé ce qu'il faisait, et il aurait pu être un objet de foire et tout le monde passe à côté, pas un disque de fer, rien, et juste des souvenirs d'un gars qu'on interview qui disait oui, mais dans ma rue il y avait un mec qui jouait mais super bien, avec les dents ici, derrière le dos, et qui faisait super chansons. Oui. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu. On a de la chance que des gens ont figé sa carrière, ses créations. Bah, disons qu'à ce moment-là, il n'y avait pas justement tout ce qu'il y a maintenant, comme c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, mais les télé-réalités, de choses comme ça, pour justement des gens qui ne font que repérer des talents à l'époque. Enfin voilà, comme tu dis, un génie musical pouvait passer totalement inaperçu. Il y en avait, mais ils étaient très peu nombreux. Il y avait notamment un gars qui s'appelle John Hammond qui a fait plein de documentaires, reportages dans le sud des États-Unis, qui filmait déjà en noir et blanc les bluesmen du Delta et Delta du Mississippi. Et il était déjà dans ça, mais ils étaient très peu nombreux. Les archivistes, ceux qui avaient compris qu'il fallait immortaliser avant que ça ne disparaisse. Mais ici, maintenant, c'est différent. Ici, c'est un gagne-pain, le fait de détecter un chien avec un chapeau dans la rue, on en fait une vedette. Oui, mais c'est ce côté-là que je n'aime pas trop. Il faut aussi bien se rendre compte qu'à l'époque, l'industrie du disque était assez jeune, et donc il y a beaucoup plus de liberté que maintenant. Maintenant, il y a des techniques qui permettent de repérer des gens dociles qui passeront bien à la télé, on leur dit ce qu'ils doivent faire, etc. Enfin, voilà. À l'époque, les premières firmes de disques cherchaient des choses qui plaisaient au public, et puis ça s'arrêtait là, en gros. Si ça plaisait, on produisait, et puis voilà. Mais on laissait la liberté, évidemment, à l'artiste de s'exprimer, tant qu'il plaisait au public. L'industrie était là, mais elle était beaucoup plus respectueuse des goûts des gens. Les gens venaient à ce qu'on proposait, plutôt que de matraquer quelque chose d'une manière où tu ne peux pas y échapper, au détriment d'autres choses qu'on ne te propose jamais. À l'époque, c'était beaucoup plus. Ouais, c'était différent. C'était vraiment plus ouvert. C'était le bon temps. Ouais, quand Donc c'est un marché. En fait, c'est plutôt. Mais il y a des. Ah, mais c'est sympa, j'apprécie. Sorte de musique. Il faut quand même dire que tout ça existe encore actuellement, et on l'a expérimenté il n'y a pas longtemps, parce qu'on a des amis australiens qui sont un groupe terrible qui s'appelle les Deltarix, où tu en parles. Et ce groupe vient d'Australie, a fait une petite tournée ici, commence à être connu en Australie. Là, ils font la première partie des Foo Fighters, qui font la tournée australienne. Et eux, dans leur pays, en Australie, ils font ce qu'ils veulent. Ils font vraiment quelque chose de chouette. C'est un peu entre Jet,
les Rolling Stones, des trucs comme Ouais. ça. Et donc, ils sont très libres de faire ce qu'ils veulent. Le dernier album, ils l'ont enregistré quasiment pendant la tournée européenne. Ils ont enregistré une partie à Berlin, une partie en Angleterre. Et donc voilà, ça existe toujours. On a un peu suivi ça parce que quand on les a croisés ici en Belgique et on a partagé un repas à la maison avec eux, après on voyait les posts qu'ils mettaient sur Facebook parce que on est moderne aussi, hein, on est pas Oui, complètement bien sûr. perdu. Et on voyait bien qu'ils étaient en train d'enregistrer aux Pays-Bas, on voyait un setup de studio aux Pays-Bas, à Berlin, et ils ont amassé de la matière pour faire la suite de leurs aventures. Et c'est un groupe à découvrir vraiment, les Ah oui, Delta j'aimerais, Wings, ouais. vraiment. J'irai découvrir ça. Alors, je vais commencer par la petite interview. Donc, il y a une petite dizaine de questions, ça va assez vite. Le but, c'est vraiment de répondre voilà, du tac au tac. Alors, pour vous, la scène, ça rime avec quel mot? Plaisir. Oui. Plaisir et funambulisme, Ah ouais, funambulisme. toujours sur la corde Ah, rien. c'est vrai. Mais plaisir. C'est souvent le mot qui revient en général. Alors, un trait principal de votre caractère à chacun. Moi, anticonformiste. Voilà. Pas de caractère, moi je suis vierge, ira, donc années 60 et vers 5 août, donc on peut deviner c'est quoi. Il faut bien aimer. Si on n'aime pas, ça marche pas. Il n'y a pas de demi-mesure. On aime ou on n'aime pas. Il faut aimer. C'est complexe. Complexe. Je suis vierge, mais complexe. Je suis tour à tour généreux, tour à tour bougon, tour à tour. Mais voilà, c'est comme ça. Ma maman est de ce signe-là aussi, donc. Ah, c'est marrant. Mais généreux. À tout moment de la journée. C'est un signe qui est très. Je Qui est ressens toujours. souvent là quand La on en a générosité, besoin. c'est un peu ce qui me fait retomber sur mes pattes comme les chats. Je profite tout le temps. Alors, ce que vous détestez chez les autres. Ce que je déteste le plus chez les autres, c'est le fait d'être complètement superficiel. Donc du coup, ça veut dire que la personne ne se connaît pas du tout, adhère à des codes complètement idiots pour se faire accepter, etc. Donc la personne ne se connaît pas, elle n'est pas intéressante. Exactement pareil. Je déteste les postures et les positions prises pour pouvoir être apprécié et pas être la spontanéité qui s'en va, là, qui n'est pas là, et parce qu'on joue un rôle et qu'on n'est pas soi-même et qu'on est pile poil en train de pisser à côté du trou. C'est un peu les codes de la société. Et toi, En fait, je déteste rien chez personne. J'aime tout, je trouve que c'est proche de l'illumination. Non, moi je trouve que c'est un exercice. Tout ce que je déteste, c'est chez moi. En fait, si je ne suis pas capable d'adapter cette personne-là, Mais c'est parce que toi tu es le doyen du Gandhi Club of Belgium, ou parce que toi tu veux t'adapter à tout le monde, même au salpic. Non, j'abandonne. Et parfois, pour moi c'est exercice, quelque part, exercice spirituel ou intellectuel. Je trouve que dans chaque personne, il y a quelque chose unique. Donc, dans cette chose-là, donc j'essaie d'entrer dans son univers, etc. Et je vois que s'il me ramène très loin de la mienne, donc je prends distance. Si on se partage, comme Carl dit, si on commence à se partager nos défauts, en fait, je trouve plutôt des défauts chez moi. Et si je fâche chez quelqu'un, avant tout, je dis, pour moi, c'est très difficile à comprendre. Donc, c'est mes problèmes. C'est pas la tienne. Toi, tu es comme tu es. Mais si tu peux aller un peu vers moi pour simplifier mon effort, ça pourrait être beaucoup plus léger. Mais sinon, les gens, ils sont tous uniques et adorables. Ça, C'est une belle philosophie, ça. Si vous ne comprenez pas, aspirine. Vous pouvez taper sur le bouton Google Translate, ça ira tout seul. Non, mais c'est pas mal, c'est pas bête comme philosophie finalement. C'est pas se prendre la tête. Disons que c'est ma faute si je ne comprends pas lui ou elle, etc. C'est moi. Donc je dis désolé.
C'est mon limite. C'est un mec qui vient du froid, moi je viens du. Mais oui, c'est marrant, avant d'arriver à la réflexion et à la composition du lotus, ça fait hein, ça a pété quand même déjà avant. C'est un peu auto-flagellation. J'avoue que je suis fan du chamanisme, de tout ce que c'est du monde parallèle, d'une autre dimension, on peut dire tout ce qui existe ici actuellement avec nous. Tout simplement, on n'est pas capable de sentir, ou on est capable de sentir. On a peur de sentir ça, on n'est pas dans le lien en fait. Donc, voilà. Parfois, on a peur de vérité, donc on préfère, je suis mon cocon, voilà, ça va, n'y touche pas. Mais quand tu s'ouvres un peu, donc ça commence à bouger, et voilà. Ça c'est plutôt ma nature. Et c'est lié, évidemment, comme tu dis, avec, tu vois, les chamanismes. Partout au monde, dans chaque pays, dans le stade de chaque pays, les gens, ils cherchaient leur façon de péter, tu vois, de trouver son équilibre grâce au monde extérieur, par leur manière. Donc, j'imagine, à Italie c'est comme ça, en Russie c'est comme ça, en Belgique ou en Pologne c'est très simple. Mais on est très proches, on est quelque part. Ici, il y en a quand même des origines polonaises, russes et italiennes. Un mélange un peu parfait pour la Wallonie. C'est vrai que c'est... Si jamais il y a des gens qui ont quelque chose contre ça, c'est votre chemin, nous on le vit bien, on ne se pose pas de questions. Ça a l'air en tout cas. On s'appelle par notre prénom et pas par notre carte d'identité. Ça a l'air en tout cas, c'est bien. C'est un bel exemple, moi je trouve. Alors, si on devait faire un film sur votre groupe, qui voudriez-vous pour jouer votre rôle? Waouh. Moi, il s'appelle Christophe Borseillet. Il est absolument inconnu. Il a juste eu un second rôle dans Un éléphant, ça trompe énormément. Tous mes amis me disaient que je lui ressemblais, à ma période crôlée avec des lunettes bizarres. Et donc, oui, autant jouant le jeu, lui. Il faudrait que je revoie. Christophe Borseillet. C'est le gars qui est amoureux de la femme de Jean Rochefort, en fait. Ah oui. Parce que des élèves timides, là, voilà, ben voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est... Ouais. Bon, faudrait que je revoie le film pour me rappeler. Moi, je vois pas du tout. Non. Franchement, je vois pas qui pourrait faire voilà. J'ai jamais pensé à ça. En fait. Non. Donc, Moi, je pense que pour moi, ça pourrait être deux personnes comme Leonardo DiCaprio et évidemment Brad Pitt, parce qu'il peut doubler d'une certaine façon. Moi, il m'a plus Anthony Hopkins. Derrière, par exemple. Mais et une femme, elle peut jouer aussi un rôle, je sais pas, genre quelque chose genre Naomi Watts ou genre comme ça. Je pense qu'il y a une certaine subtilité. Il est spécial ce garçon. Bon, allez, je vais quand même dire Benoît Poulvord, ça. Ah, Poulvord, ah ouais. En fait, ça Il dépend. le ferait pas bien. Rôle de qui? Rôle de batteur ou rôle de moi dans la vie ou rôle de moi. Parce que j'ai beaucoup de personnalité. Mais oui. Donc, c'est une question de jouer votre rôle sur scène. Oui, sur scène. Ah, comme batteur, comme musicien. Pas spécialement, mais voilà. Qui verrais-tu sur pour scène, te je suis juste un représenter? batteur. C'est ici, je donne l'interview. Je ne suis pas un batteur. Ici, je sais être humain et avec mes amis. Mais, donc, si c'est ça, oui, je pense que DiCaprio, il pourrait débrouiller avec un peu trouver. C'est parce que je sais pas, je vois parfois mon reflet vers eux, etc. Et pas mal de femmes aussi, j'aime bien aussi pas mal des actrices, genre comme je dis. On va te trouver une péniche et tu vas aller au bout de la péniche et tu vas aller mettre des bras. Keira Knightley, j'aime bien beaucoup Keira Knightley, je trouve qu'elle est très, très ouverte, très, très souriante et quelque part, tout il a en fait. L'impression qu'on s'en fout le reste. Elle est magnifique, et c'est une très bonne actrice en plus. J'adore. Dans Pirates des Caraïbes, j'adore. J'ai pensé à quelqu'un, peut-être je ne sais pas, c'est une idée comme ça qui vient de me venir en voyant ta queue de cheval. Tu te souviens du vieux feuilleton Kung Fu? Le mec qui parcourt le monde, fait du Kung Fu et tout. Moi je me souviens pas de ça. Non, c'est excellent, l'acteur Ah, mais Carradine. David Carradine. Carradine, qui a quand même été un peu, qui est quand même mort dans une circonstance particulière, le garçon. Un peu qui tentait des expériences avec ses organes génitaux, mais ça s'est mal passé. Un peu comme les Japonais. Oui, voilà. Ça ne me dérange pas, c'est nécessaire pour scientifique, pour recherche scientifique. Je suis d'accord. Tu vois, c'est
marrant parce qu'il relativise toujours la chose, c'est chouette. Alors, on va quand même parler un petit peu musique. Quel est votre dernier achat musical? Dernier album ou... Ça remonte à longtemps, parce que maintenant je pirate tout. Faut pas le dire. Allez, non, je rigole. Non, c'est mon dernier achat, c'est pas vraiment un achat, c'est un cadeau. J'aime beaucoup les Doors. Et ma copine m'a offert un album qui a été produit en Californie. C'est des tas de groupes de la région qui ont revisité les Doors. Il y a des DJ, il y a des groupes de rock. Ah ouais, chouette ça. Et donc, ils refont un peu les grands classiques des Doors à leur manière. Et c'est vraiment super, super. Vraiment bon. Ah, c'est une bonne idée avec les fêtes qui arrivent, une bonne idée de cadeau ça. Moi, je me suis racheté des vieux disques en fait, que j'avais pas quand j'étais petit, que j'avais pas de sous. Et je me suis racheté un best-of des Cars, qui était un groupe dont j'adorais les singles. Et voilà, ça a été mon plaisir parce que j'aimais tellement ce groupe qu'un jour je me suis retrouvé à Los Angeles et j'ai vu une pochette avec 4 bennets sur fond bleu qui s'appelait Weezer et il était marqué produit par Rick Ocasek, le chanteur des Cars. J'ai acheté le CD et je pense être un des premiers sur le sol belge à avoir ramené l'album de Weezer avant que personne n'ait entendu et sur base simplement du nom du producteur qui était le chanteur des Cars et après qui a refait des albums avec eux après. Et voilà, c'est cette petite histoire de mon album que je dis, j'ai acheté ça et personne ne s'en foutait, mais 3 mois après tout le monde me disait ah, c'était bien. Un précurseur. Bah, pas un précurseur, juste au bon magasin au bon moment. Ouais, ouais. Bon, pour moi c'est plus simple, c'est plus proche des cadeaux parce qu'en fait je touche pas à internet moi-même. C'est ma femme qui envoie les emails et c'est elle qui oui, elle fait tout. Donc je touche pas à internet donc je dois prendre 2 morceaux, Michel il les proposait, donc c'était 12 albums Led Zeppelin, le premier que je connais très bien, mais je l'ai acheté pour investir vers. Et quatrième Led Zeppelin. Et j'ai acheté 2 albums de Led Zeppelin pour étudier un morceau voilà. Ah, c'est chouette ça. C'est de l'argent. Ah non, j'ai déjà récupéré.